Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Des déplacés de Difa au Niger retournent dans la région des années après l'avoir quitté en raison de la recrudescence des attaques terroristes. Ils sont près de 6000 à retrouver leur village car la situation sécuritaire connaît désormais une relative amélioration. Sur place, l'activité économique tente également de reprendre. Dans ce journal également, l'impact économique de la crise sanitaire au cœur de la 5e conversation de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie entend activer des outils afin d'accompagner le continent africain. Engouement autour du nouvel eurobond du Cameroun sur le marché financier. Eurobond souscrit à 321%. Le pays est parvenu à mobiliser 450 milliards de francs CFA avec un taux d'intérêt de 5,95%. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, la France qui annonce la reprise de la coopération avec les forces armées maliennes. La France, avec ses 5000 militaires déployés au Sahel, va ainsi reprendre ses opérations conjointes. À l'issue des consultations avec les autorités maliennes de transition et les pays de la région, la France prend acte des engagements des autorités maliennes de transition, affirment les autorités françaises. Le gouvernement français avait, début juin, indiqué avoir suspendu sa coopération bilatérale avec le Mali en réaction au deuxième coup d'État au Mali en à peine 9 mois qui a fait du colonel Assimi Goïta le président du Mali, un pays crucial pour la stabilité au Sahel. Difa au sud-est du Niger, une région ravagée par les attaques terroristes, mais le calme quelque peu relatif retrouvé ces derniers temps a permis à quelques déplacés de regagner leur village où certains tentent par ailleurs de relancer l'activité économique interrompue en raison de l'insécurité. Reportage Sadou Alizé Mouktar, correspondant au Niger. Confrontée depuis 2015 à l'insécurité due aux attaques terroristes de Boko Haram, la région de Difa, à l'extrême sud-est du Niger, retrouve peu à peu la stabilité. En effet, depuis un certain temps, les forces de défense et de sécurité ont pris le dessus sur les terroristes, selon des observateurs. Aujourd'hui, la région de Difa renoue progressivement avec la paix et la sécurité. Les populations déplacées fuyant les attaques armées du groupe terroriste Boko Haram, actif dans cette région frontalière du Nigeria et riveraine du lac Tchad, deux bastions du groupe terroriste commencent à regagner leur village et les activités commerciales reprennent de plus belle avec la réouverture de plusieurs marchés fermés pour cause d'insécurité. Le défi primordial, c'est comment arriver dans un contexte d'insécurité qui a bouleversé tous les tissus économiques et sociaux de la région, comment avec la situation de l'accalmie et des volontés politiques clairement affichées, on puisse amorcer le développement économique et culturel de la région. Malgré plusieurs années d'insécurité, de couvre-feu et d'état d'urgence, les populations sont restées fortement résilientes. Grâce aux investissements faits par l'État dans la région et avec la reprise des activités agricoles, d'élevage, la pêche et commerciale dans les zones abandonnées, l'avenir se dessine avec beaucoup d'espoir pour ces populations. Le poivron rouge, vraiment, c'est le symbole de la région. La réinstallation des populations déplacées, c'est synonyme de la reprise de la production du poivron. Maintenant, une fois la population a regagné son lieu d'ancien, donc maintenant, automatiquement, nous espérons que vraiment la reproduction du poivron va s'envoler. Qu'il continue vraiment à ramener les gens, à ramener tous les villageois dans leur localité, de les assister jusqu'à ce que les gens là retrouvent leur vie normale. Il ne suffit pas d'amener les gens, il faut les sécuriser. Il faut les sécuriser, ça c'est très important. Afin de constater de visu le déroulement des opérations de retour des populations déplacées dans leurs localités respectives, le président de la République, Mohamed Bazoum, a entamé ce 1er juillet 2021 à Difa une visite de travail qui s'achève le 3 juillet 2021. Durant ce séjour, il va prioritairement rassurer les populations des nouvelles mesures sécuritaires prises pour les mettre hors des attaques de Boko Haram et réaffirmer ainsi son engagement à relancer les activités socio-économiques dans la région.
Dans l'actualité également, le projet qui prévoit la réforme de la loi sur les pôles anticorruption officiellement adopté à Madagascar par l'Assemblée nationale, une adoption en seconde lecture le 30 juin dernier. Cela fait un an que le projet a été présenté au Parlement. 2 amendements ont été ajoutés par le Sénat, une réforme qui demeure controversée car elle prévoit entre autres la réduction du mandat du coordinateur général et des magistrats ainsi que le retrait des infractions économiques et financières du champ de compétences du PAC. La société civile considère ce projet comme visant à affaiblir le pôle anticorruption. Retour sur les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. La rencontre a rassemblé de nombreux acteurs économiques. Un événement qui s'est tenu par visioconférence jusqu'au 25 juin dernier. Renforcer la résilience des économies en Afrique après le Covid-19 était la thématique retenue pour cette nouvelle édition qui s'est tenue dans un contexte marqué par l'effondrement de plusieurs économies. Corinne Néoné. Le développement des rencontres virtuelles est sans nul doute l'un des points positifs de la crise sanitaire du coronavirus. Face à la menace pesante que fait planer la distanciation sociale sur les habitudes de vie, les rencontres virtuelles ont brisé les murs en rapprochant les groupes sociaux. La preuve a encore été donnée avec la 56e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement qui a réuni virtuellement du 23 au 25 juin 2021 2 milliers de personnes, un record jamais atteint selon le président de l'institution. J'aime beaucoup ce format. Je l'aime pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un format extrêmement efficace en matière de coûts. Nous n'avons pas à aller physiquement dans les hôtels, à prendre des avions pour les transports. Et en tant qu'institution financière, ma première chose, donc, c'est d'être efficient, donc d'être optimal. Et donc, le format virtuel nous permet d'être optimal sans avoir donc à faire tout ce que nous faisons en présentiel. Deuxièmement, nous pouvons aussi obtenir des participants du monde entier, des chefs d'État, des leaders mondiaux, de partout du monde peuvent se connecter à nous car ils sont juste à un clic. À l'aide de la technologie que nous avons, le niveau également de participation est plus élevé que je ne l'ai jamais vu. C'est ma 6e année en tant que président de la banque. Je n'ai jamais vu ce niveau de participation et de discussion dans les assemblées annuelles. À l'instar de cette nouvelle approche, plusieurs opportunités doivent jaillir de la crise sanitaire du coronavirus. Un impératif pour une reprise économique rapide et efficace des pays africains très impactés par la crise mondiale. Les actionnaires du groupe de la Banque africaine de développement ont manifesté leur soutien au plan de lutte contre la pandémie de Covid-19 proposé par la direction de la BAD. Ce plan comprend le développement de l'industrie pharmaceutique sur le continent. L'Afrique ne devrait pas quémander pour les vaccins. L'Afrique devrait produire ces vaccins. C'est la raison pour laquelle, à la Banque, nous avons eu des échanges avec nos gouverneurs qui nous ont encouragés dans ce sens. Et dans les 10 années à venir, la Banque s'attend à investir au moins 10 milliards de dollars dans l'industrie pharmaceutique pour la production des vaccins, y compris de médicaments. À titre de rappel, ces débats virtuels ont posé les bases de la reprise économique post-Covid en Afrique. Celle-ci passe par une réduction de l'endettement des pays africains, le développement d'une croissance inclusive qui donne plus de place aux femmes et aux jeunes, le soutien accru au secteur privé, véritable créateur de richesses, une bonne orientation des fonds issus des droits de tirage spéciaux, notamment vers l'économie verte. De façon concrète, la Banque africaine de développement et ses partenaires prévoient 230 projets évalués à 208 milliards de dollars dans le but de favoriser les perspectives d'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. L'économie mondiale à l'épreuve du Covid-19 et des mesures exceptionnelles. Nombre d'économies sont en chute libre, entraînant un ralentissement de plusieurs secteurs. L'Afrique est durement touchée. Des institutions se sont engagées à soutenir le continent dans sa politique de relance économique. Et parmi ces organisations figure l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Corinne Néoné. L'Organisation internationale de la francophonie n'est pas en marge de la dynamique de reprise économique post-Covid dans ses États membres. Dans ce sens, elle a activé des outils d'accompagnement dont l'objectif majeur est de renforcer les échanges et la coopération entre les acteurs économiques au sein des États francophones et entre États de cette communauté. Nous sommes en train de mettre en place
notamment 3 programmes de coopération économique. Tout d'abord, les missions commerciales permettant aux entrepreneurs des 5 continents de faire des affaires entre eux. Ensuite, un dispositif baptisé les pionnières qui vise à aider les entreprises en croissance à accéder au financement, un souci qu'on rencontre chez beaucoup d'entrepreneurs et de jeunes qui se lancent dans les affaires. Ensuite, un 3e programme que j'aime beaucoup, qu'on a dénommé Déclic, un programme dont l'objectif est de former les jeunes au métier du numérique, particulièrement les jeunes femmes, et pour s'insérer dans la vie professionnelle. La francophonie au service du développement économique, c'est le thème de la rencontre organisée en date du 29 juin avec de nombreux acteurs économiques à travers le monde. La situation des pays francophones d'Afrique a particulièrement dominé dans les discussions. Ceci figure d'ailleurs parmi les pays les plus impactés par la crise sanitaire du coronavirus. Dans les perspectives de reprise économique, le développement du numérique, la lutte contre le changement climatique, mais surtout le renforcement de l'intégration régionale, apparaissent comme des préalables essentiels. C'est vrai que la mondialisation telle qu'on l'a conçue dans la dernière décennie était une espèce de délocalisation massive d'activités, surtout des activités à faible valeur ajoutée, et finalement en bout de chaîne, en bas de chaîne, vers des économies qui sont des économies en développement. Alors, ce modèle doit évoluer, il doit changer pour de nombreuses raisons. D'abord parce qu'il ne profite pas aux plus petits acteurs des chaînes de valeur. Et je pense en particulier, bien sûr, aux PME, on les a évoqués, mais aussi aux femmes et aux jeunes, à tous ceux dont on ne cesse de répéter qu'ils sont la colonne vertébrale de la reprise. Alors il faut changer le modèle pour que ces petits acteurs bénéficient de ces grandes chaînes de valeur. Je voudrais rappeler d'ailleurs que 80% des pays les moins avancés, dont beaucoup sont d'ailleurs des francophones et des Africains francophones, 80% de leur alimentation est importée. Ça reste quelque chose qui n'est pas acceptable d'un point de vue tout simplement de la diversification économique et d'une certaine souveraineté alimentaire. Avec l'adoption d'une nouvelle stratégie économique fin 2020, la francophonie est fortement engagée pour accompagner l'essor de coopération au service d'une croissance mutuellement bénéfique. À titre de rappel, la conversation francophone est un concept initié en septembre 2019. C'est un cadre multidimensionnel qui réunit des acteurs qui contribuent chacun dans leurs fonctions et activités à la dynamique politique, culturelle, sociale et économique des pays francophones et bien au-delà. Le gouvernement camerounais se félicite de sa dernière opération de refinancement de son eurobond d'un montant de 450 milliards de francs CFA. Véritable engouement des investisseurs sur le marché international, le pays est en plus parvenu à obtenir un taux d'intérêt de 5,95%. Viviane Bauken. Pour sa deuxième sortie sur le marché de l'emprunt international, le Cameroun réalise un bon succès. L'opération du refinancement de l'eurobond émise en 2015 a porté ses fruits ce 30 juin 2021 avec une mobilisation de 450 milliards de francs CFA à un taux d'intérêt de 5,95% contre 9,5% en 2015. Selon le ministre camerounais des Finances, l'opération qui s'est directement déroulée en euros a été souscrite 3,2 fois et les carnets d'autres ont atteint 1481,15 milliards de francs CFA alors que le Cameroun ne recherchait que 450 milliards de francs CFA. Le succès de cet eurobond de 2021 pour le Cameroun vient confirmer l'attractivité de la signature Cameroun, qui est une confiance renouvelée au cadre économique, monétaire et budgétaire de l'État du Cameroun, qui signifie que le baromètre d'emprunt ou la notation économique et financière du Cameroun est élevé et le non-paiement, le risque de non-paiement est faible. Avec cette nouvelle mobilisation de l'eurobond, le Cameroun pourra faire d'une pierre deux coups. Tout d'abord, repousser les échéances de remboursement de son eurobond qui était prévu dès 2023 jusqu'en 2025 à raison de 150 milliards de francs CFA tous les ans. Le pays pourra également profiter des conditions actuelles favorables du marché international des capitaux pour réduire le service de la dette sur cette obligation. Dans cet eurobond, une couverture du risque de change en devise a été assurée. On peut donc dire que ce n'est pas un alourdissement de la dette extérieure du Cameroun. C'est le même montant de 400 milliards, mais vient avec ce succès réduire la pression de trésorerie de l'État du Cameroun
qui a un cadre de mise en œuvre de la SND 30 et a besoin justement de ces investissements-là. Pour ce nouvel eurobond, les investisseurs ont réaffirmé leur confiance quant à la qualité de la signature de l'État du Cameroun. Cet engouement s'est manifesté avec une acceptation des investisseurs existants de l'ordre de 80% sur cette opération. Rappelons que sans ce refinancement et dès 2023, il aurait fallu à l'État du Cameroun de débourser 150 milliards de francs CFA tous les ans jusqu'en 2025 pour rembourser l'eurobond. Une situation qui aurait été difficile à gérer au regard des tensions sur les réserves d'échange de la CEMAC. Un cas positif au Covid-19 a été enregistré au sein de l'équipe ougandaise qui est arrivée au Japon pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo qui doivent démarrer le 23 juillet. Un responsable de la ville japonaise où l'Ouganda a établi son camp de base avant les épreuves a indiqué que ce cas avait été détecté parmi les 8 membres officiels de la délégation. José Douglas. Testé à son arrivée au Japon, la tête ougandais a été reconnu positif au Covid-19 à quelques jours du début des Jeux Olympiques de Tokyo, du 23 juillet au 8 août. Il s'agissait du deuxième cas au sein de la délégation de ce pays d'Afrique équatoriale. Tamayo Marukawa, la ministre japonaise des Jeux Olympiques, a annoncé officiellement ce cas positif au variant indien des JO qui, il faut le rappeler, se déroulent sans public étranger. Des Jeux Olympiques sans public. Est-ce que c'est raisonnable? Psychologiquement, est-ce qu'un champion ou un athlète qui va participer à ces Jeux Olympiques à Tokyo pourrait vivre et réaliser son rêve sans public? Je ne pense pas. Ce variant est jugé de plus en plus inquiétant car il est plus contagieux que le virus normal et sera à l'origine de nombreuses nouvelles contaminations dans plusieurs pays, Grande-Bretagne, Portugal, Russie, Australie et Japon. Environ 60 nations ont déjà déclaré des cas de variant Delta sur leur territoire. Nos athlètes africains qui poursuivent leur préparation et seront-ils prêts à 100%? Une préparation pour un athlète qui est sélectionné aux Jeux Olympiques comme Tokyo, c'est 4 ans. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est 4 ans. Est-ce que l'Afrique, pour nos athlètes, nos équipes, seront au top de leur forme? C'est le deuxième athlète ougandais qui était soupçonné. Les autorités japonaises sont extrêmement mobilisées sur la question pour vérifier si c'est la deuxième personne de l'équipe d'Ouganda testée positive et qui était également atteinte du variant Delta. Je vous rappelle qu'en football, 4 équipes nous représenteront aussi à Tokyo. La Zambie chez les filles qui jouera le 21 juillet contre les Pays-Bas. Pour les hommes, l'Afrique du Sud qui jouera le 22 juillet contre le Japon. La Côte d'Ivoire le 22 contre l'Arabie Saoudite et l'Égypte le 22 juillet également et sera face à l'Espagne. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.